Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 9 mai et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles sommaires cette semaine. La nouvelle fonctionnalité d'achat de ChatGPT va-t-elle stimuler les achats impulsifs? À lire sur Fashion United. Chine et Temu, la croissance low cost dans une impasse stratégique, à lire sur French Web. Luxe, quel leader pour l'omnicanalité en 2025, à découvrir sur République Retail. Premier retour d'expérience d'un e-commerçant sur TikTok Shop, à découvrir sur le JDN. Et enfin, Amazon investit 700 millions d'euros pour sa logistique en Europe sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Sinon, cette semaine, je vous invite à découvrir un numéro au format exceptionnel, nouveau, le 219, dans lequel je me prête un exercice en solo pour vous partager l'analyse de la mode responsable au travers de 9 interviews que j'ai enregistrées ces derniers mois. Alors je vous laisse la découvrir et n'hésitez pas à me faire partager vos retours et ce que vous en pensez. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Le résumé de la semaine, entre tensions commerciales et défis omnicanaux, le retail européen cherche sa voie. Alors que les exportations chinoises vers les États-Unis chutent brutalement de plus de 17% en avril, conséquence directe du retour de Donald Trump et de la guerre commerciale qu'il ouvre avec Pékin, les effets se font déjà sentir dans l'écosystème mondial du commerce. Temu, poids lourd de l'e-commerce à bas prix, amorce une désertion partielle du marché américain, réalloue ses ressources publicitaires vers l'Europe, où ses investissements ont bondi de 115% en France sur un mois. Chine, de son côté, voit ses ambitions boursières compromises et se retrouve en pleine tourmente médiatique et politique, au cœur d'une bataille idéologique menée par Vestiaire Collective qui catalyse une fronde croissante contre l'ultra-fast fashion. Le modèle low cost, justement, sous tension. Les plateformes chinoises low cost entrent dans une zone de forte turbulence. Chine, confrontée à des barrières réglementaires croissantes aux États-Unis, voit aussi sa légitimité contestée en Europe. Là où Vestiaire Collective incarne donc cette contre-attaque, militante assumée d'une mode circulaire, la plateforme française défend une vision éthique et durable, bannissant plus de 70 marques de fast fashion de son catalogue et appelant à une régulation forte. Si le projet de loi anti-fast fashion a été momentanément enterré, la mobilisation des acteurs de la filière textile et des ONG l'a ramené dans les débats parlementaires. En toile de fond, la définition même de ce que doit être une mode accessible. Luxe français, puissance de marque, mais défi opérationnel. Louis Vuitton, Hermès et Chanel conservent leur domination dans le classement des marques françaises les plus puissantes, mais derrière cette prééminence se cache une réalité plus contrastée. Une étude de Converteo réalisée par République Retail révèle que seules certaines maisons, Gucci, Louis Vuitton, Saint-Laurent, atteignent un niveau avancé de maturité omnicanale. D'autres, comme Chanel ou Hermès, privilégient encore la rareté et l'expérience boutique, quitte à délaisser les services attendus par les nouvelles générations, comme le click and collect ou les applications clients. Or, plus d'un acheteur sur deux prépare aujourd'hui sa visite en ligne. Le luxe ne peut plus ignorer cette hybridation du parcours client. Retail et IA, le virage technologique s'accélère, le digital ne s'arrête pas aux vitrines. Amazon investit 700 millions d'euros pour moderniser ses centres logistiques européens, misant sur l'intelligence artificielle, la robotique et la durabilité, avec des emballages sur mesure, des camions électriques et des vélos cargo. De son côté, Zalando affiche un chiffre d'affaires en hausse de près de 8% et revient à la rentabilité. Le e-commerçant allemand tire parti d'un écosystème puissant et d'une politique active de fidélisation.
avec Zalando Plus, tout en se positionnant comme partenaire logistique de TikTok Shop sur plusieurs marchés. Nouveaux canaux, nouveaux réflexes, justement, TikTok Shop commence à se faire une place en France. Les premiers retours d'expérience sont prudents mais prometteurs, audience massive, possibilité de vendre via le live et influenceurs. Mais intégration technique lourde, l'e-commerçant Chérico, pionnier sur la plateforme, note un coût d'entrée élevé, 2500 € par mois en moyenne, mais y voit un levier de conquête sur la Gen Z. Pendant ce temps, la nouvelle fonctionnalité d'achat de ChatGPT interroge les marques. Si elle promet de fluidifier la découverte produit, elle pourrait aussi renforcer les achats impulsifs, relançant le débat sur la responsabilité algorithmique dans un secteur déjà saturé. Sécurité et RGPD, les caisses sous surveillance enfin dans les points de vente physiques, les caméras augmentées aux caisses automatiques se multiplient et la CNIL rappelle à l'ordre les enseignes. Ces dispositifs souvent non anonymes doivent se soumettre aux obligations strictes du RGPD. Une expérimentation encadrée est exigée, faute de quoi les sanctions pourront atteindre 4% du chiffre d'affaires mondial. L'obsession du zéro vol ne saurait justifier une surveillance sans garde-fou. Zara, 50 ans et une campagne mondiale. Alors que l'industrie textile se cherche un avenir durable, Zara fête ses 50 ans avec Fast, une campagne orchestrée par Steven Meisel mettant en scène 50 mannequins iconiques célèbrent la créativité de l'enseigne espagnole. Derrière l'hommage, un message implicite. L'histoire reste un capital de marque fort, à condition de savoir le réinventer. En bref, entre pression géopolitique, réinvention des modèles économiques, montée des exigences clients et intégration technologique, le commerce mondial est bien entré de plein pied dans une phase de recomposition intense. Si certains acteurs peinent à suivre, d'autres, souvent plus jeunes ou plus radicaux, imposent déjà un nouveau tempo. La nouvelle fonctionnalité d'achat de ChatGPT va-t-elle stimuler les achats impulsifs? À lire sur fashionunited.fr en date du 6 mai. Alors que l'intelligence artificielle s'immisce dans la vie quotidienne, les nouvelles technologies et outils de dernière génération sont progressivement introduites dans le fonctionnement du commerce de détail. L'annonce par OpenAI de la nouvelle fonctionnalité d'achat de ChatGPT intégrée à ses modèles GPT-4 et GPT-4 mini marque une évolution significative dans la façon des consommateurs pourraient découvrir et en fin de compte acquérir des biens, y compris ceux du monde souvent capricieux de la mode. Le principe est simple, lorsqu'un utilisateur interroge l'outil sur une intention d'achat, le chatbot présentera un large éventail d'offres de produits pertinents avec des détails et des liens pour effectuer l'achat. Pour l'industrie de la mode, ce développement suscite à la fois de la curiosité et une certaine prudence. En apparence, la possibilité pour les consommateurs de tomber sur le perfect t-shirt ou un style spécifique de sac à main grâce à une IA conversationnelle pourrait être considérée comme une aubaine pour la découverte de produits. Les marques, même celles dont la présence en ligne est moins importante, pourraient se retrouver présentées à des utilisateurs qui ne les avaient pas explicitement recherchés. Cependant, les applications plus profondes pour les modes de consommation, en particulier au sein d'une industrie déjà aux prises avec des problèmes de surproduction et de gaspillage, sont moins séduisantes. Le processus de sélection de ChatGPT, bien que basé sur la pertinence, le prix, les évaluations et le contexte fournis par l'utilisateur, y compris les préférences apprises, introduit un nouveau vecteur puissant pour les achats impulsifs. L'intégration transparente de la suggestion et de l'achat pourrait contourner les processus de prise de décision plus réfléchis que les consommateurs pourraient généralement adopter lorsqu'ils naviguent sur des sites de commerce électronique traditionnels ou dans des magasins physiques. Achat impulsif, les étiquettes économiques ou les plus populaires générées par les algorithmes, bien qu'elles soient destinées à être utiles, risquent de créer un sentiment d'urgence ou de validation sociale qui ne correspond pas toujours à un besoin réel
ou à une satisfaction à long terme. Les descriptions des produits simplifiées, tout en améliorant la lisibilité, pourraient également masquer des détails cruciaux qu'un consommateur de mode plus averti pourrait rechercher. De plus, la méthodologie actuelle de sélection et de classement des marchands, fortement dépendante de fournisseurs tiers, soulève des questions quant à la transparence et aux biais potentiels. Bien qu'OpenAI déclare que cela évoluera, la phase initiale risque de favoriser certaines plateformes ou marques, ce qui pourrait fausser le paysage concurrentiel. L'industrie de la mode, parfaitement consciente de son empreinte environnementale et sociale, doit tenir compte du potentiel de cette technologie à exacerber le cycle de la fast fashion et des tendances éphémères, la facilité avec laquelle les consommateurs peuvent se voir présenter et acheter de nouveaux articles sous l'impulsion de désirs interprétés par l'IA pourrait alimenter davantage une culture du jetable. Bien que la fonctionnalité d'achat de ChatGPT offre une nouvelle voie pour la découverte de produits, le secteur de la mode doit s'engager de manière critique face à son potentiel d'amplifier des habitudes de consommation que beaucoup au sein de l'industrie s'efforcent de corriger. Comprendre comment ces incitations algorithmiques influencent le comportement des consommateurs sera crucial pour les marques engagées en faveur de la durabilité et d'une croissance responsable dans ce paysage de vente au détail en évolution. L'ère de l'achat impulsif basé sur l'algorithme est arrivée et le monde de la mode doit agir avec prudence. Shein et Temu, la croissance low cost dans une impasse stratégique, à lire sur French Web en date du 6 mai. Face aux pressions réglementaires américaines et à l'essoufflement de la croissance organique, les géants chinois de la fast fashion, Shein et Temu amorcent un tournant. Leur modèle fondé sur la production à bas coût, l'hyper-personnalisation algorithmique et l'acquisition publicitaire de masse entrent en tension. La transition vers de nouveaux marchés, en particulier en Europe et en Amérique latine, révèle une stratégie défensive plus qu'expansionniste. Un modèle à bas coût sous pression douanière. Le cœur du succès de Shein et Temu reposait sur un régime de minimis, une exception douanière permettant d'expédier aux États-Unis des colis de moins de $800 sans droit de douane. Ce levier a permis aux plateformes de vendre des articles à prix cassé tout en préservant des marges acceptables. Le bannissement de cette expansion par l'administration Trump, le 2 mai 2024, change la donne pour Shein. Comme pour Temu, les livraisons depuis la Chine deviennent mécaniquement plus coûteuses. Les deux acteurs ont immédiatement réduit leurs investissements publicitaires aux États-Unis, moins 19% pour Shein, moins 31% pour Temu sur les principales plateformes entre fin mars et mi-avril, tout en augmentant leurs prix. La compétitivité prix, pilier de leur modèle, s'en trouve fragilisée. Un redéploiement européen contraint mais peu rentable en réaction. Shein et Temu intensifient leur présence en Europe, ciblant particulièrement le Royaume-Uni et la France. Selon les données de Sensor Tower, en avril, Shein a augmenté ses dépenses publicitaires de 35% dans ces deux pays. Temu a fait de même avec plus 40% en France et plus 20% au Royaume-Uni. Les résultats sont ambivalents. Les téléchargements d'app progressent, 2 fois pour Temu au Royaume-Uni, plus 25% pour Shein. Mais les utilisateurs actifs quotidiens ne suivent pas. L'augmentation est limitée, plus 5% pour Shein, plus 10% pour Temu. Le coût d'acquisition grimpe sans garantir la conversion en usage réel. Autrement dit, la mécanique de croissance s'essouffle malgré des budgets publicitaires toujours plus élevés. Le Brésil, nouveau front de la guerre commerciale. Alors que l'Europe peine à compenser le recul américain, l'Amérique latine devient un nouvel axe prioritaire. Temu, qui prévoit son lancement au Brésil en juin 2024, y a multiplié ses investissements publicitaires par 800 en un an. Shein a répliqué avec une hausse de 140% sur ses propres dépenses. L'enjeu, s'imposer avant que l'autre ne prenne l'avantage. Shein bénéficie d'un atout logistique stratégique, ayant déjà internalisé une partie de sa production sur le sol brésilien pour desservir les marchés latino-américains. Cette offensive rappelle le précédent américain en 2022.
Shein avait adopté une posture similaire lorsque Temu est entré aux États-Unis. La répétition du schéma révèle une course au territoire plus qu'une stratégie différenciante. Des signaux d'épuisement du modèle publicitaire. La stratégie d'acquisition à coup de publicité ciblée et de contenu sponsorisé sur TikTok, YouTube ou Insta montre ses limites. L'efficacité marginale diminue, les taux de conversion post-download stagnent et surtout les prix des enchères publicitaires s'envolent lors des pics de consommation comme en fin d'année, érodant les marges. Le modèle de croissance par volume dopé aux publicités et à la data atteint un point de saturation et ce phénomène n'est pas spécifique à Shein et Temu, mais il les affecte d'autant plus fortement que leur différenciation repose presque exclusivement sur le prix et la visibilité algorithmique. La fidélisation talent d'Achille du low cost, contrairement à Zara, H&M ou Uniqlo, qui bénéficient de marques établies, d'un réseau physique et d'une relation client plus structurée, Shein et Temu peinent à fidéliser, leur croissance ne pourra plus reposer sur l'acquisition brute. Or, la rétention client implique des investissements dans la qualité produit, l'expérience post-achat et la perception de marque, domaine encore peu investi par ces deux plateformes. Vers la fin de l'Eldorado algorithmique, le modèle prix ultra compétitif, logistique transfrontalière optimisée, croissance alimentée par les algorithmes publicitaires qui fait prospérer Shein et Temu grâce aux failles du système douanier et à un arbitrage mondial des coûts mondial des coûts entre dans une zone de turbulence. La pression réglementaire, la saturation publicitaire et l'érosion de la rentabilité vont les ramener à changer de direction. Sans inflexion stratégique vers plus de localisation, de marque et de qualité, la croissance low cost pourrait s'avérer structurellement non pérenne. Luxe, quel leader pour l'omnicanalité en 2025 ? À lire sur republicretail.fr en date du 6 mai. L'innovation digitale ou culte de la rareté, les leaders du luxe tranchent à l'heure où l'omnicanalité redessine les parcours clients. Certaines maisons imposent leur vision, d'autres peinent à suivre. Le fossé se creuse entre vitrines soignées, expériences réellement maîtrisées, décryptage. Alors que les parcours d'achat dans le luxe sont devenus de plus en plus complexes, mêlant interaction physique et digitale, l'omnicanalité s'impose comme un enjeu stratégique incontournable pour les grandes maisons. L'étude de Converteo repose sur l'analyse détaillée des parcours clients omnicanaux de 10 maisons de luxe emblématiques et uniquement sur le marché français. Dior, Burberry, Chanel, Hermès, Prada, Yves Saint Laurent, Cartier, Valentino, Gucci et Louis Vuitton, sélectionnés pour leur représentativité du marché du luxe et leur modèle de distribution majoritairement en propre. Selon le baromètre 2025, plus de la moitié des parcours dans ce secteur sont désormais multicanaux, avec en moyenne 20 points de contact mobilisés avant un achat, soit 2 fois plus qu'en 2014, mais cette évolution soulève une question centrale. Comment conjuguer performance opérationnelle, cohérence avec l'identité de marque et expérience client à la hauteur des attentes ? Une attente forte des clients, encore peu satisfaite. Et le constat de départ est sans appel, moins d'un client du luxe sur deux se dit pleinement satisfait de son expérience omnicanale. Cette insatisfaction est particulièrement marquée chez les jeunes générations, notamment les millennials et la génération Z, qui représentent déjà une part croissante du marché, très exposée aux standards d'excellence imposés par des marques comme Apple, Nike ou Sephora. Ces modèles attendent du luxe une expérience fluide, personnalisée et irréprochable sur tous les canaux. Pourtant, les maisons peinent encore à répondre pleinement à ces exigences, comme le montre l'analyse approfondie des parcours clients de 10 d'entre elles, menée par Converteo. Des bases communes, mais des déploiements inégaux. Toutes les maisons étudiées ont intégré les fondamentaux de l'omnicanalité, comme la visibilité sur Google, la possibilité de prendre rendez-vous en boutique ou l'option de retrait en magasin après un achat en ligne. Ces fonctionnalités sont aujourd'hui considérées comme des basiques.
Toutefois, l'étude révèle d'importantes disparités dans leur exécution. Certaines enseignes comme Van Cleef & Arpels ou Hermès présentent des fiches Google My Business incomplètes, avec peu de réponses aux avis clients ou des horaires de boutique non actualisés. À l'inverse, Gucci ou Dior assure une présence soignée et cohérente sur ce canal avec des contenus visuels enrichis, des descriptions précises et des interactions régulières. Même constat du côté du Click and Collect, fonctionnalité bien déployée par Louis Vuitton, avec une interface fluide, un retrait rapide et un suivi accessible depuis l'espace personnel. En revanche, Chanel ou Hermès ne proposent pas ce service, illustrant des choix différenciés de positionnement. Des fonctionnalités à fort potentiel encore sous-exploitées. L'e-réservation est encore peu développée, seulement 4 maisons sur 10 proposent ce service. L'étude en souligne pourtant l'intérêt pour allier gestion maîtrisée de la rareté et relations clients personnalisées. Son déploiement reste souvent limité à quelques boutiques ou assorti de frictions dans le parcours de réservation. Autre levier encore marginal, l'application client. Seule la moitié des enseignes en disposent et même lorsqu'elles existent, ces apps peinent à proposer une expérience engageante. L'étude révèle l'absence fréquente de contenu personnalisé, de fonctionnalités à valeur ajoutée comme les recommandations ou d'intégration fluide des services comme la prise de rendez-vous, le chat client ou le service post-achat. Enfin, le retour omnicanal reste faiblement valorisé, bien que les maisons comme Burberry ou Louis Vuitton le proposent. Les informations sont souvent ambiguës dans les conditions exactes, les délais, les modalités de remboursement. Le score global de cette fonctionnalité reste faible, 4,6 sur 10, en raison notamment de contenus peu explicites sur les sites. Une exécution parfois défaillante, y compris sur les fondamentaux. L'étude démontre que même les fonctionnalités basiques comme la prise de rendez-vous souffrent d'une exécution perfectible. Si cette option est proposée par 9 maisons sur 10, la qualité d'exécution varie considérablement. Visibilité réduite sur certains sites, absence de créneaux disponibles, manque de personnalisation ou de confirmation claire. Le score moyen sur cette fonctionnalité atteint 7,3 sur 10, mais masque de fortes disparités. Le service d'extension de gamme en boutique, souvent désigné sous le terme d'Endless Aisle, permet de commander un article depuis la boutique même s'il n'est pas disponible sur place en puisant dans les stocks en ligne ou d'autres points de vente. Cette fonctionnalité, bien que déployée par 9 maisons sur 10, reste sous-exploitée. L'étude pointe des lacunes dans l'interface de commande, le manque de mutualisation des stocks entre boutiques ou des délais peu maîtrisés. Certaines enseignes comme Dior ou Saint-Laurent ont mis en place ce service mais peinent à en garantir une expérience homogène. Une lecture stratégique des écarts observés. Les différences de maturité omnicanal entre les 10 maisons analysées ne révèlent pas uniquement de contraintes techniques ou organisationnelles, elles traduisent avant tout des choix stratégiques. L'étude distingue ainsi 4 grands profils. D'un côté, les pionniers comme Gucci, Vuitton ou Saint-Laurent, qui ont massivement investi dans le digital avec une approche ambitieuse, immersive et souvent innovante, comme l'intégration de contenus de type NFT ou de storytelling interactif sur les réseaux sociaux. De l'autre, des maisons comme Hermès, Chanel ou Van Cleef & Arpels qui assument une stratégie plus sélective, voire conservatrice, privilégiant l'expérience en boutique, la relation humaine et la rareté, parfois au détriment de l'omnicanalité avancée. Entre ces deux extrêmes, certains acteurs comme Dior, Burberry ou Prada cherchent à rattraper leur retard. Ils déploient une large palette de fonctionnalités mais peinent encore à en garantir une exécution homogène et irréprochable. Cette hétérogénéité reflète des arbitrages assumés. Toutes les maisons ne visent pas les mêmes objectifs et certaines préfèrent renoncer à certaines options digitales plutôt que de les proposer à un niveau d'exécution jugé insuffisant. Un angle mort persistant, la mesure de la performance omnicanal. L'un des enseignements majeurs de l'étude concerne la difficulté à mesurer précisément l'impact des dispositifs digitaux sur la performance commerciale. Aujourd'hui, la plupart des KPI restent ancrés dans une logique e-commerce qui ignore la valeur du parcours hybride.
Par exemple, un client qui ajoute un produit à son panier en ligne sans finaliser l'achat est comptabilisé comme un échec, alors qu'il s'agit souvent d'un acte préparatoire à une visite en boutique. L'étude identifie plusieurs freins structurels, silos persistants entre les équipes retail, digital, CRM ou supply chain, gouvernance éclatée, fragmentation des systèmes d'information. A l'inverse, des maisons comme Gucci bénéficient d'un alignement plus fluide, facilitant le pilotage des parcours et l'intégration de la donnée omnicanale dans leurs arbitrages stratégiques. À mesure que les attentes des clients montent en gamme, l'omnicanalité devient un terrain de différenciation décisif. Les maisons devront aller au-delà des fonctionnalités pour construire des parcours intégrés, cohérents et mesurables. La prochaine bataille se jouera dans la capacité à piloter finement cette complexité. Premier retour d'expérience d'un e-commerçant sur TikTok Shop à découvrir sur le journal du net en date du 6 mai. Les moyens sont mis afin de briller sur cette fonctionnalité prometteuse. TikTok Shop a débarqué il y a quelques semaines en France. La plateforme se distingue par la capacité de divertir l'utilisateur et d'acheter. Elle a l'ambition de devenir un retail social marketplace. Son potentiel paraît immense, 32% des achats en ligne ils sont réalisés en Chine. Aux États-Unis, 11% des foyers ont déjà commandé sur TikTok Shop, ce qui n'a pas échappé à certains commerçants dans l'Hexagone. Une préparation dans l'urgence. Guillaume Roy est le cofondateur de Cherico, une entreprise qui propose différents produits autour de la chicorée. Ses canaux de diffusion, les supermarchés, les coffee shops, Meta Ads ou encore Google Ads. L'entrepreneur avoue avoir été attiré par le potentiel immense de TikTok Shop. En étant les premiers à se pencher un peu sur le sujet, nous nous sommes dit que nous aurions peut-être un avantage de temps sur les autres, même si tout juste après avoir digéré leur passage à l'émission télé Qui veut être mon associé, ils révèlent avoir été un peu pris au dépourvu par l'arrivée de TikTok Shop dans l'Hexagone, un réseau social quasi inconnu pour lui. Nous nous sommes rendus compte de l'opportunité 3 mois avant sa sortie. Pourtant, après s'être retroussé les manches, il espère beaucoup de ce canal de diffusion. Intégrer la plateforme, la première problématique rencontrée par la société a été de relier la boutique TikTok Shop à tous ces systèmes numériques existants. En effet, TikTok Shop mise sur l'intégration pour développer une version particulièrement avancée du social shopping. L'expérience utilisateur doit être totalement intégrée. Par exemple, sur leur site web créé sur Shopify, un logisticien a dû s'employer pour retranscrire le numéro de livraison, avance Guillaume Roy. Les influenceurs comptent. Autre difficulté croisée, la vente sur TikTok Shop. Il est possible de faire un live shopping lors duquel les utilisateurs peuvent acheter des produits en direct. Les e-commerçants peuvent aussi faire appel à des créateurs de contenu. L'objectif pour ces derniers est faire la promotion du produit et le relier au site web du commerçant. Pour être aidé sur cette partie, Guillaume Roy explique avoir été mis en relation avec des influenceurs via le centre des vendeurs, une plateforme dédiée. Nous avons eu un apprentissage pour sélectionner les bonnes personnes, souffle-t-il. C'est ce qui décuple la force de TikTok. Niveau financier, les influenceurs sont rémunérés par l'entreprise via un système de commission, pointe Guillaume Roy. Pour Cherico, le montant se situe aux alentours de 15%, mais cela dépend du type de produit. Pour les e-commerçants, cela reste plus avantageux au final que de passer par les supermarchés par exemple, qui prennent 35 à 40 points de marge. Après 2 semaines d'activité, Guillaume Roy annonce avoir réalisé 2 vidéos par des influenceurs qui font quelques milliers de vues. Cherico a aussi réalisé 300 000 vues sur TikTok en 2 semaines. Ces lives ont attiré une dizaine de personnes. Il explique avoir reçu 78 commandes sur cette période contre 800 sur ces canaux e-commerce traditionnels comme Meta ou Google. Rajeunir sa cible, tout reste encore à construire pour Guillaume Roy. En France, je pense que personne n'était vraiment prêt à absorber la potentialité de l'e-commerce sur TikTok. Même des marques très expérimentées sur ce réseau social. Le contenu, par exemple, est en train d'avancer sur la pointe des pieds, sur la partie commerce. L'objectif pour Cherico est désormais de s'adapter davantage au code du réseau social.
L'entreprise possède en effet plus un ADN Insta que TikTok. Elle essaye ainsi de rajeunir en touchant la Gen Z. Elle prend par exemple des conseils sur la création de contenu pour être davantage dans l'air du temps. Il faut être hyperactif, rebondir sur les trends, adopter un bon TikTok à notre marque, sans oublier ses valeurs, lance Guillaume Roy. Il songe aussi à embaucher des personnes davantage natives sur ce réseau social. Nous n'avons pas encore atteint notre plafond de verre. Nous allons nous donner les moyens de le faire. Pour l'instant, nous payons 2 500 € par mois en frais récurrents via des freelances pour lancer la machine. Après quelques mois, nous n'aurons que les ressources en interne. Même s'il sait qu'il part avec un temps de retard sur certaines marques, pour lui, certaines sont déjà compatibles. Par exemple, des marques de beauté qui avaient déjà une grosse communauté TikTok. Pourtant, le challenge vaut le coup selon lui. Les étoiles dans les yeux, il assure TikTok Shop. C'est comme avoir une boutique avec 20 millions d'utilisateurs, sans loyer, sans pas de porte, sans staff, ou presque. Amazon investit 700 millions d'euros pour sa logistique en Europe, à lire sur e-commercemag.fr en date du 9 mai. À l'occasion de son événement Delivering the Future à Dortmund, Amazon a présenté une série d'annonces, dont un investissement de plus de 700 millions d'euros destiné à moderniser ses agences de livraison européennes. L'objectif étant de déployer une stratégie d'optimisation de sa chaîne d'approvisionnement avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle, la robotique et le développement durable. Amazon voit toujours aussi grand. Pour preuve, cette annonce d'un investissement de 700 millions d'euros portant sur plusieurs axes. Le premier concerne les agences de livraison d'Amazon. Souvent perçues comme les plus petits maillons de son réseau logistique, elles jouent un rôle clé dans la rapidité et la fiabilité des livraisons. Chaque jour, ces sites orchestrent près de 40 processus opérationnels, du tri au conditionnement, pour préparer des milliers de colis à destination des clients. L'investissement annoncé permettra d'y intégrer des technologies de pointe telles que l'automatisation des tâches répétitives et l'optimisation des flux afin de rendre le travail plus sûr et plus ergonomique pour les salariés. La robotique au service de la performance et de l'ergonomie. Autre axe, les robots. Amazon poursuit l'automatisation de ses centres de distribution avec la plus grande flotte mondiale de robots industriels, plus de 750 000 unités collaborant avec des équipes humaines. L'une des innovations phares dévoilées est le robot Vulcan, doté d'un sens du toucher grâce à des capteurs et à l'intelligence artificielle, capable de manipuler des objets avec une dextérité proche de celle de l'humain. Vulcan permet d'améliorer la préparation des commandes, notamment dans les environnements encombrés où la précision est essentielle. Ce robot sera progressivement déployé dans les centres européens et américains d'ici 2027. Des emballages sur mesure pour réduire l'empreinte environnementale. En outre, Amazon déploie des centaines de machines d'emballage automatisées dans ses centres européens, capables de fabriquer en temps réel des boîtes et sacs sur mesure adaptés à chaque produit. Cette technologie sera opérationnelle dans 5 pays d'ici fin 2025, vise à réduire le volume d'emballage, limiter les déchets et maximiser l'espace dans les véhicules de livraison. Selon Amazon, cette innovation participe à la réduction des émissions liées au transport et à l'optimisation de la chaîne logistique. Une logistique plus verte et multimodale. L'électrification du réseau de transport est un autre pilier de la stratégie d'Amazon. Plus de 200 nouveaux camions électriques Mercedes rejoindront la flotte européenne d'ici 2025, s'ajoutant aux 3500 camionnettes électriques déjà en service. Pour le dernier kilomètre, Amazon mise sur des solutions de micromobilité comme les vélos cargo et la livraison à pied, avec plus de 60 pôles urbains déployés dans 45 villes européennes. Par ailleurs, l'entreprise double les usages du rail et du maritime, réduisant de près de 50% les émissions de CO2 par rapport au transport routier classique. L'IA et la data pour accélérer la livraison. Enfin, encore et toujours, l'IA va aider à l'optimisation logistique, permettant à Amazon
d'étendre la livraison le soir même à 20 nouvelles villes européennes. Au premier trimestre 2025, plus de 20 millions de produits ont été livrés le jour même, soit une progression de 80% en un an. L'IA joue un rôle central dans l'anticipation des besoins et la gestion des flux, rendant possible une logistique plus réactive et personnalisée. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.